Minutes. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus et merci bien sûr à l'organisation de la FRAVI de m'avoir permis de présenter nos résultats aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'un problème associé au VIH et qui est assez fréquent dans les pays en développement, qui est la coexistence d'infections au VIH et d'infections de l'appareil reproducteur. Et pour ça, je vais vous présenter des résultats de la cohorte Vétiver qui regroupe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des femmes infectées par le VIH et qui sont sous thérapie antirétrovirale. Donc très rapidement, pour vous replacer dans le contexte, que je vais désigner par infection de l'appareil reproducteur, IAR, c'est des micro-organismes dont on n'est pas sûr de la transmissibilité aux partenaires lors des rapports sexuels, donc les mycoses génitales à candida et les bactérioses vaginales, qui sont plus ou moins spécifiques, mais qui sont souvent causées par Gardnerella vaginalis, et bien sûr les infections sexuellement transmissibles, IST, que vous connaissez tous sûrement très bien, qui regroupe plus de 30 virus, bactéries, parasites, et que j'ai séparé grossièrement en deux groupes, celles que l'on peut traiter aux antibiotiques, la syphilis, la gonorrhée, chlamydia et trichomonas, qui vont faire l'objet de cette présentation, et celles qui sont plus difficiles à traiter, bien sûr, les herpès virus, les hépatites et le VIH. Alors, les IST, c'est un problème qui reçoit moins de couverture médiatique que beaucoup d'autres infections. D'une part, parce que la plupart des personnes, alors que ce soit dans des pays en développement ou pas du tout, dans des pays développés, ont honte d'en parler, honte de se faire dépister ou de recevoir des soins. Également, car bon nombre d'entre elles sont asymptomatiques. Et pourtant, ce n'est pas du tout un problème qui est négligeable, puisque cette figure que vous voyez ici concerne uniquement les 4 IST traitables d'antibiotiques, et vous voyez que l'incidence annuelle dans le monde entier est de près de 360 millions. Donc moi, je vais me concentrer uniquement sur le continent africain, qui regroupe près de 63 millions de ces cas annuels, et comme vous le savez sûrement aussi, une des plus fortes prévalences de VIH au monde, qui est en moyenne à 4%, malgré bien sûr de fortes disparités au niveau géographique. Donc, pourquoi on s'intéresse à ces co-infections? Pour plusieurs raisons au niveau physiologique et au niveau santé publique. D'une part, une infection par VIH provoque bien sûr une augmentation du risque de contracter une de ces infections de l'appareil reproducteur parce que les défenses immunitaires sont affaiblies et parce que certains comportements à risque sont communs aux deux types d'infections. Réciproquement, c'est vrai aussi, lorsqu'on souffre de certaines infections de l'appareil reproducteur, on est plus à risque de contracter le VIH. Je pense notamment à certaines IST, par exemple, qui sont ulcératives, qui vont venir endommager la muqueuse génitale, affaiblir les barrières épithéliales qui sont là et provoquer un risque d'infection qui est plus important. Et également, lorsqu'on souffre d'une co-infection de ces deux types de pathogènes, on encourt une augmentation du risque de transmettre le VIH à son partenaire pour une combinaison des raisons juste avant et aussi grâce à certains mécanismes moléculaires qui sont encore à l'étude de manière très primaire in vitro et qui soupçonnent des sortes de synergies au niveau moléculaire et cellulaire dans les muqueuses génitales. Donc maintenant, je vais vous présenter la cohorte Vétiver et ses objectifs généraux ainsi que des caractéristiques plus concrètes. L'objectif central de cette cohorte est de mettre en place un nouveau modèle de santé à Abidjan qui vise à mieux intégrer les soins de santé reproductive, sexuelle et maternelle dans la prise en charge du VIH. Donc concrètement, comment ça se passe ? Ce nouveau modèle consiste à donner plus de pouvoir aux sages-femmes sur place, donc de nos centres partenaires à Abidjan. Elles vont être responsables des dépistages, des soins et également des conseils en planning familial et de la distribution de contraceptifs. Et plus précisément, l'étude IAR dont je vais vous présenter les résultats vise à évaluer la prévalence et les facteurs associés aux IAR dans notre cohorte de femmes pour deux objectifs à plus long terme, gérer les risques dont je vous ai parlé de co-infection avec le VIH et mieux adapter les conseils en contraception. Je pense notamment aux dispositifs intra-utérins qui ne sont pas forcément compatibles avec une IAR. Donc, concrètement, nous avons recruté des femmes qui sont infectées par le VIH, qui sont sous traitement antirétroviral depuis moins de 24 mois et en âge de procréer, entre 18 et 49 ans. Et ces femmes ont été recrutées dans des quartiers populaires d'Abidjan, à Yopougon et à Treichville, dans nos centres de prise en charge partenaires, le CPREF et le CNTS. Donc, nous avons recueilli des données pour 431 femmes. Ces données sont de deux ordres différents, donc sociodémographiques. On leur a administré des questionnaires structurés, donc ce sont les sages-femmes qui ont administré ce questionnaire, sur une variété de sujets que vous pouvez voir ici, et des données d'ordre médical, donc on a recueilli des symptômes qu'elles ressentaient à l'aide d'autres questionnaires. Elles ont subi un examen médical visuel qui a été mené par les sages-femmes, et également, bien sûr, un dépistage des IAR en laboratoire, donc 6 IST que je vais vous présenter, ainsi que les mycoses et vaginoses. Donc, passons aux résultats pour cette population de 431 femmes.
Elles ont un âge médian de 36 ans. La plupart d'entre elles a quand même reçu une éducation secondaire, mais l'illettrisme n'est pas négligeable, sachant qu'une femme sur 4 dans cette cohorte ne sait ni lire ni écrire. Cependant, elles ont en majorité une activité rémunérée et la grande majorité est en couple. Au niveau de leur statut VIH, le taux médian de CD4 est relativement élevé, ce qui est normal vu qu'elles sont sous thérapie antirétrovirale. Et on s'est également intéressé à la santé de leur partenaire et à la communication entre le partenaire et la femme au sujet de l'infection par le VIH. Et on s'est rendu compte que près de 40% des femmes de cette cohorte n'a pas révélé son statut VIH à son partenaire. Donc dans cette foulée, on s'est intéressé à savoir si elles connaissaient le statut VIH justement de leur partenaire. 22% des femmes ont rapporté que leur partenaire s'était fait dépister et était positif pour le VIH, 33% négatif, et surtout 45% ne connaissaient pas le statut VIH de leur mari, soit parce qu'il ne s'est pas fait dépister, soit parce qu'ils n'en ont pas parlé en fait. Et c'est d'autant plus important qu'on a regardé ensuite la prévalence de contraceptifs dans cette cohorte. Donc il faut savoir que ce sont des femmes chez lesquelles le désir de procréation est fort. Donc on n'était pas franchement surpris par cette faible prévalence d'utilisation de contraceptifs, une femme pour 3. Leur contraceptif préféré est le préservatif masculin, ce qui est une bonne nouvelle en termes de barrière aux IST. Et on a observé que l'utilisation régulière du préservatif était différente selon le statut VIH de leur partenaire. C'est-à-dire que si les VIH négatifs, elles vont rapporter dans les questionnaires qu'elles utilisent régulièrement des préservatifs, mais celles qui sont en couple où les deux partenaires sont VIH positifs disent qu'elles l'utilisent beaucoup moins. Et lorsqu'on regarde justement la prévalence d'IAR et d'IST dans cette cohorte, c'est assez intéressant. Donc un très fort pourcentage ici de femmes qui souffrent d'une IAR. C'est normal car la grande majorité d'entre elles souffrent de vaginose bactérienne. Donc c'est très commun, ce pourcentage il n'est pas alarmant, enfin il n'est pas bizarre pour une cohorte de femmes qui souffrent avec du VIH. C'est 50%, c'est quelque chose qui est attendu. On a également une femme sur 4 qui souffre de candida, donc les mycoses génitales communes. C'est également un pourcentage qui est attendu. Et ces deux types d'infections, ça peut être incapacitant et très gênant, mais ce n'est pas nécessairement dangereux. Alors que la prévalence d'IST, donc celle dont je vous ai parlé précédemment, est proche de 11%. Et plus en détail, c'est Chlamydia trachomatis qui est la plus courante dans cette cohorte. Donc c'est 7% de prévalence, c'est relativement haut par rapport à ce qu'on peut trouver dans la littérature sur ce sujet. Et c'est d'autant plus inquiétant que je vous rappelle rapidement les conséquences d'une infection à chlamydia qui n'est pas traitée. En fait, les bactéries peuvent remonter dans les trompes et ça cause des inflammations du pelvis chroniques qui font très mal. Et ça peut également boucher les trompes suite aux conséquences de l'infection et provoquer des grossesses ectopiques ou de l'infertilité. La deuxième maladie la plus prévalente, c'est la syphilis. Donc ce pourcentage également est dans la moyenne de ce qu'on peut trouver dans la littérature, mais reste inquiétant, puisque la syphilis peut également se transmettre au fœtus et causer de graves désordres neurologiques ou cardiovasculaires. Ensuite, dans cette cohorte, on a eu très peu de cas d'herpès virus, de trichomonas et aucun cas de gonorrhée mycoplasma. Donc c'est inhabituel, normalement le pourcentage est autour de 7-8% chez ces femmes, donc tant mieux. Et pour finir, je vous présente rapidement quelques facteurs qui sont associés au portage d'IST ou candida. Alors IST ou candida parce qu'on les a regroupés pour essayer d'évaluer le risque en fait, des maladies qui se transmettent aux partenaires. C'est pour ça qu'on ne s'est pas cantonné aux IST. Et c'est intéressant, on s'est rendu compte que justement avoir un partenaire infecté par le VIH mettait ces femmes presque à un risque de 2 fois plus d'être diagnostiquées cliniquement avec une de ces IST. On a tout de suite pensé au fait que les femmes en couple séroconcordant avaient une tendance de moins utiliser des préservatifs rapidement. Mais ce pourcentage, en fait, cet odd ratio, il reste similaire lorsqu'on ajuste le modèle sur l'utilisation régulière des préservatifs. Donc même en contrôlant pour ça, il reste un risque qu'on cherche encore à expliquer. Un facteur protecteur assez curieux qui est ressorti de cette analyse, c'est que les femmes les plus immunodéprimées étaient à un risque plus faible d'avoir une IST. On était surpris par ce résultat. Donc on a essayé de chercher des solutions, soit statistiquement c'est pas tenable, soit peut-être si elles sont plus immunodéprimées, elles ont tendance à avoir moins de rapports sexuels, être moins actives parce qu'elles sont plus faibles, soit également elles sont suivies de manière plus proche, elles sont dépistées plus couramment et donc soignées. Donc je vais conclure rapidement en vous rappelant les points importants de cette présentation. Une prévalence élevée d'IAR, donc beaucoup de vaginose, beaucoup de candidose, mais également des prévalences assez alarmantes d'IST, notamment chlamydia et syphilis, qui ont des conséquences sur ces femmes en âge de procréer avec un fort désir de procréation. Une vulnérabilité des femmes et de leurs partenaires lorsqu'elles sont en couple séroconcordant. Elles sont plus à risque d'IST
Et en plus, elles rapportent utiliser des préservatifs moins régulièrement que leurs congénères qui sont en couple sérodiscordant. Et donc, dans la lignée de ces résultats, notre équipe va continuer à essayer de mieux intégrer la prise en charge de ces IAR dans les soins et de mettre en place ce modèle qui responsabilise vraiment les sages-femmes sur place. Et on aimerait bien essayer de promouvoir la participation des hommes dans les dépistages et les soins afin d'avoir un réel impact en termes de santé publique. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci à nos partenaires, à la NRS, à la Fravi et merci à l'équipe sur place. Merci Carole. Okay. Questions, commentaires? Puisque je suis sur l'hépatite B, la question de l'IST, c'est aussi vous avez testé pour l'hépatite B et pour les papillomavirus? Alors, je sais qu'il y a des tests qui sont faits pour les papillomavirus et des dépistages du cancer du col de l'utérus. Oui. J'ai plus le pourcentage en tête parce que j'avais fait l'analyse il y a une éternité, mais je sais que c'est fait dans cette cohorte. Que ça serait bien de complètement, ouais. Mais là, on s'était vraiment intéressé à tout ce qui était juste au niveau génital bactérien. Et pour les hépatites, je me rappelle, je crois qu'on le fait pas. C'était vraiment au niveau. C'est vraiment une IST. Hein, oui, complètement. Non, complètement. Mais c'était en termes de santé sexuelle maternelle. Oui, je sais bien. Mais on l'a pas fait. Oui. Merci pour ce très joli travail. On est frappé, comme partout, par le fait qu'on ne parle pas à son conjoint. Elles étaient mariées, donc elles étaient séropositives depuis longtemps. Enfin, je veux dire, on n'est pas avec des gens, des travailleurs du sexe, etc. C'est ça? C'est ça. Non, c'est la population. Et en moyenne, elles étaient suivies depuis combien de temps? Alors, ça dépend. En gros, il y en avait qui étaient suivies. Vu que leur traitement était rétroviral et depuis pas longtemps, en moyenne, elles étaient autour de 2-3 ans. Oui. Voilà. Mais en 2-3 ans, on ne parle pas. Elles ne sont pas forcément contrôlées, donc on ne transmet pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour pousser un peu à ça Pour les pousser au VIH, parler du VIH avec leurs conjoints, c'est assez compliqué. On leur a demandé déjà d'une part pourquoi elles n'en parlaient pas. Et on n'a pas eu énormément de réponses, donc je pense que c'est encore un sujet qui est assez délicat. Certaines disent avoir peur, certaines disent qu'elles n'y ont pas pensé en fait à en parler avec leur conjoint. Et pour ce qui est de la communication autour des IST, il faut savoir que ces femmes, elles ont accès à des soins gratuits et que dans le cas de chlamydia et de la syphilis, on propose les soins aux maris aussi. Donc lorsqu'une femme est diagnostiquée avec chlamydia, elle reçoit aussi une ordonnance pour son mari. Et lorsqu'elles sont diagnostiquées avec la syphilis, donc il faut qu'elles reçoivent leur shot d'antibiotiques, on les invite fortement à revenir avec leur mari pour être soignées sans frais, mais elles ne reviennent pas. Et tout le monde a bien compris l'idée que si on réplique, on a encore moins le droit de taire ça à son partenaire, parce que, voilà, en France, là, on est dans un procès d'assises avec une condamnation, parce que ça n'a pas été dit. Je ne dis pas, mais voilà, c'est énorme, et je me dis toujours qu'on est un peu là, un peu passivement, parce que maintenant, il y a non-assistance. Enfin, je veux dire, quelque part, on donne avant. Bon, voilà, c'était juste un commentaire, en tout cas, c'est bien. Merci pour votre très belle présentation. Je voulais savoir pour les femmes qui font partie des familles polygames, vous envisagez de donner des ordonnances pour les autres femmes? C'est une bonne question. En fait, on en a très très peu. Il y avait je crois que c'était 1% de ces femmes, donc 4, qui étaient en famille polygame. Et il me semble qu'elles n'avaient pas d'IST chlamydia syphilis. Elles avaient des candidats et vagineuses. Donc on n'a pas... Mais c'est une très bonne suggestion, ouais. Dernière question. Sur le commentaire du professeur Katlama, il y a des lois répressives maintenant aussi en Côte d'Ivoire sur la non-divulgation du statut au partenaire lorsqu'on connaît son statut depuis quelques années maintenant. Donc effectivement, il peut avoir des conséquences judiciaires. Voilà. Voilà, mais inciter, voilà, tout à fait. Avant d'arriver là, effectivement, tout à fait. Merci infiniment, Carole. Merci à vous, merci.
Alors, c'est un plaisir pour moi de passer la parole à Luminetta Schneider, qui va nous présenter une étude sur le maintien